Rapporteur qui disent que moi je soutiens la sécurité aussi. On revient sur le plateau. On était en train d'évoquer la Côte d'Ivoire avec cette amnistie à demi. Nous accueillons Jean-Luc Assia-Collé de e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de e-Visage Togo. Un mot sur la Côte d'Ivoire. Denis Ward, vous voulez dire oui, Denis Ward. Un mot sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez l'impression d'une amnistie à deux visages? Amnistie à deux visages. Je crois que M. Ouattara cherche tout simplement à se rattraper. Ce qu'il devrait faire depuis. M. Ouattara devrait réconcilier ce pays depuis. Mais le problème, c'est qu'il avait peur. Il avait peur d'avoir, lorsque peut-être un certain Gbagbo serait de retour ou une certaine Yves Simone Gbagbo libérée, cela lui poserait des problèmes. Donc, ce qui fait que M. Ouattara a préféré les écarter en les mettant en prison, histoire de pouvoir régner et peut-être à la fin de pouvoir chercher à les libérer. Et maintenant, comme M. Ouattara sait qu'il est en train de partir, puisqu'il ne va plus rempiler, il préfère maintenant les libérer, les réconcilier, quitte à celui qui va venir de pouvoir se débrouiller. D'accord. On va évoquer maintenant la République démocratique du Congo. C'est le sujet qui fait l'actualité un peu partout ce mercredi. Joseph Kabila a désigné l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari comme son dauphin à l'élection présidentielle prévue en décembre dans le pays. Monsieur Ramazani Shadari doit aller déposer son dossier de candidature au siège de la commission électorale. C'est le porte-parole Lambert Mende qui l'a dit au cours d'une conférence de presse. Il s'agit donc pour Joseph Kabila de positionner donc son dauphin pour briguer la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Sur Claude Daglenou, c'est carrément peut-être un inconnu qu'on vient de présenter comme candidat de la majorité présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache une autre forêt? Non, monsieur Emmanuel Ramazani Shadari n'est pas un inconnu. Les habitants de Kinshasa savent qui il est. Il a été un tout-puissant ministre de l'Intérieur, spécialiste des répressions. Donc, sa candidature cause problème. Est-ce que les Congolais vont accepter voter pour lui, sachant qu'il a un passé lourd? Aujourd'hui, l'éveil des consciences pousse la population à ne plus s'aligner. La population aujourd'hui refuse d'être conduite comme des moutons. Avec WhatsApp, tout ce qui est arrivé, les nouvelles technologies de l'information ont changé la donne. L'obscurantisme n'existe plus. Donc, l'éveil des consciences a fait que les populations africaines sont en train de comprendre ce que c'est que la politique. Il n'est plus question de suivre quelqu'un qui fait mal, mais il est question de suivre quelqu'un pour son bien-être de demain. Ce qui veut dire que celui-là qui est là, s'il n'y a pas fraude, à mon point de vue, il ne sera pas élu. Tel que les cas que nous avons connus au Zimbabwe et au Mali actuellement. La nouvelle donne met dans la balance le droit de l'homme. La bonne gouvernance. Mais quand il y a répression, le peuple se résigne. Alors justement, en choisissant celui-ci, quel message il voulait envoyer? Non, en choisissant celui-ci, tu as bien dit qui cache la forêt. Il est en retrait. Ce qui veut dire celui-là est là, mais c'est lui qui est toujours aux manettes. Le cas s'est présenté en Angola. Le président, l'ancien ministre de la Défense a accepté. Quelques mois après, il a prouvé qu'il est le nouveau président en démettant les fils et Santos des postes clés. Voilà, ce qui veut dire que ça va arriver. Mais à un certain moment, comme le pays est en insécurité totale, le nouveau candidat là, doit réfléchir mille et une fois avant de dire non à Kabila. C'est le meilleur choix, Jean-Luc, pour le camp présidentiel en RDC? Le meilleur choix, je ne pense pas. Alors, selon certaines indiscrétions, il semblerait qu'il soit l'oncle de Kabila. Le frère à la maman de Kabila, selon les indiscrétions. Maintenant, la question est de savoir quel bilan pourra-t-il... Il est du même village que la mère de Kabila, oui. J'ai dit les indiscrétions. Et donc, quel bilan aura-t-il à défendre? Un bilan catastrophique de M. Kabila, je ne sais pas ce qu'il aura à dire à la population.
Est-ce que le choix est parfait? Je ne pense pas. Le choix de se démarquer du bilan et se présenter comme le nouveau. Non, de toutes les façons, cela lui sera très difficile parce que les gens verront en lui Kabila. En fait, Kabila le met là-bas. Kabila ne voulait pas partir. Mais il a été obligé, contraint, à céder le fauteuil. Donc, écoutez, comme on veut que je m'en aille, je mets quelqu'un là-bas, je reste derrière, je téléguide, et je dirais que ce n'est pas moi, c'est un autre. Mais en réalité, les Congolais savent que c'est M. Kabila qui a toujours les manettes. Et donc, tout Congolais qui ira au vote, aux urnes, en voulant voter pour lui, va regarder M. Kabila. Et donc, automatiquement, cela va lui porter préjudice. Il ne pourra pas s'en sortir si on organise vraiment de vraies élections sincères, démocratiques, libres et transparentes. Et je crois que la RDC n'est pas encore sortie de l'auberge. Parce que, à l'allure où vont les choses, j'ai comme l'impression que M. Kabila veut corser les choses, M. Kabila veut frauder les élections pour faire passer ce candidat-là, pour pouvoir balayer tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a derrière lui. Et donc, les Congolais ne vont pas accepter, surtout avec un certain Jean-Pierre Bemba, qui, fort possible qu'il soit le candidat de l'opposition, il ne va pas accepter cela. Est-ce que les armes ne vont pas ressortir? Donc je crois que M. Kabila a le devoir de tout faire pour que ce pays puisse en sortir. Alors, Vincent Amégavi, c'est vrai que je posais la question sur l'inconnu qu'est la personne, si les Congolais le connaissent au niveau international. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils découvrent son nom. Mais un Ramazani Shadari devant un Bemba, devant un Tshisekedi, devant un Kamere, est-ce qu'il fait le poids? À première vue, non. Non. Je n'ai pas cité Katumbi parce que lui... à première vue, non. Mais c'est... Kabila, c'est tout un système. C'est des moyens. Emmanuel est un cacique du pouvoir. C'est vrai qu'il n'était pas visible, il n'était pas sur la scène. Il n'était pas visible sur la scène, mais c'est le gars pro-Kabila. C'est un fidèle des fidèles. C'est un fidèle des fidèles. C'est le gars qui, tu dis non Kabila, il te tabasse. C'est quelqu'un, il est même sous le coup des sanctions de l'Union européenne à cause de ces bavures-là. Il faut dire que il va bénéficier de l'armada de Kabila, que ce soit du côté financier, du côté de la population, de la popularité et tout ça de Kabila. Quoi qu'on dise, Kabila a encore une base. Kabila a encore une base, peu importe ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Il a même formé un front commun pour les élections là, le FCC. C'est du choix du dauphin jusqu'à la date des élections, il y a encore un grand pas à faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, le Congo n'est pas encore sorti de l'auberge, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Mais avant ça, je pense qu'il faut saluer cette décision de Kabila qui décide de respecter la Constitution. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de choses, mais bon, il pouvait. Je salue cette décision. Je salue cette décision. En tout cas, il avait toujours dit que la Constitution sera respectée. Oui, mais il y a eu un suspense. Les gens disent je ne vais plus me représenter, je donne ma parole de militaire, mais ils se sont présentés. C'est un pays qu'on connaît bien. Alors, Jean-Claude, est-ce qu'en termes de dauphin, il n'y avait pas mieux que ça? Je donne l'exemple du Burkina Faso. La population est sortie, Blaise est parti. Celui qui est au pouvoir a été Premier ministre, président de l'Assemblée. Je peux dire que c'est la continuité de Blaise. Et le pays est assis. Ils étaient endormis, il y a eu des attentats. On a ouvert les vannes sécuritaires de Blaise et tout est rentré en ordre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le monsieur qui est arrivé, qui est candidat, est garant de la continuité du système Kabila. Kabila, avant de partir, n'a pas voulu mettre fin aux tueries, aux batailles, aux guerres, aux combats dans les autres comtés, Kivu, Bukavu, tout ça là, pour laisser le pays instable. Et ça profite à qui? À son système.
avant d'aller aux élections, on va pacifier tout ce domaine-là. L'Ouganda, le Rwanda, leurs hommes, on va leur dire cessez les histoires des armes pour amener la paix avant les élections. Et c'est au bénéfice de qui? De Kabila. Ce qui veut dire que lui, il est au-dessus et il bénéficie de tout, comme l'a dit mon frère. Et une seule question: aura-t-on une élection transparente le 23 décembre avec leur histoire de machine à voter, tout ça là. Et le Congo est grand, vaste. Le problème, 2,3 millions de kilomètres carrés. Voilà. Et limité par 11 pays. Ce qui veut dire que ils ont du pain sur la planche. Mais à l'heure actuelle, la communauté internationale a tellement fait de pression que Kabila a été poussé jusqu'au dernier retranchement. Il ne pouvait rien faire. On l'a laissé, puisqu'il devait partir il y a 2 ans. On l'a laissé, et il a signé l'accord de Saint-Sylvestre, et on l'a vu venir. Les Américains ont tapé du poing sur la table l'autre semaine. Il ne doit pas se présenter. Et il l'a fait. Déjà, c'est un succès pour lui, pour sa personne. Il a tenu parole. Je ne veux pas me représenter. Je vais respecter la Constitution. Il l'a fait. C'est une phase. Maintenant, la deuxième phase, c'est le 23. Ce que ça va donner. S'il y a mort d'homme, comme au Zimbabwe, ce serait grave. Pour le pays. Alors, Jean-Luc, il y a d'autres analystes qui disent qu'en fait, que le dauphin pressenti de Joseph Kabila, c'est celui qui est rentré tout dernièrement de la CPI, et que celui-ci n'est qu'un fait valoir. Parce qu'on a vu quelqu'un sortir de prison, qui est rentré dans le pays en conquérant, qui a repris sa place au Sénat, qui a déposé majestueusement son dossier de candidature. Le tapis rouge est quasiment déroulé devant lui. Je crois que Kabila n'avait pas le choix. Kabila ne pouvait pas empêcher Bemba de rentrer, parce que d'abord, il n'avait pas de problème avec lui, c'est vrai. Bon, il était son vice-président. Ensuite, ils ont fait la guerre. Et Bemba, je crois personnellement que Bemba, en fait, est envoyé exprès par la communauté internationale pour faire peur à M. Kabila. Parce que quand vous prenez un monsieur comme Jean-Pierre Bemba, attendez, c'est pas n'importe qui. Il a les armes derrière lui. Il sait où trouver facilement les armes. Il a l'argent. Hein, et je crois que si on décide de libérer du jour au lendemain monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est pas gratuit. Quelqu'un qu'on a arrêté, qu'on soupçonne, on l'avait fait quitter le pays parce qu'il était menaçant à l'égard de Kabila. Et comme les Américains dans le temps soutenaient M. Kabila, il fallait faire partir M. Jean-Pierre Bemba pour laisser M. Kabila se la couler douce. Alors une fois maintenant que M. Kabila devient le danger, il faut faire revenir maintenant M. Bemba, qui est le chien méchant pour Kabila, pour le menacer. Je crois que Kabila a compris le message. Kabila sait que s'il veut s'opposer à quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, la guerre risque de reprendre. Alors maintenant, ils sont en train de jouer au jeu du chien et du chat. Alors tout le monde se guette. Je ne pense pas que M. Jean-Pierre Bemba soit peut-être le candidat, je ne sais pas. Bon, non. Jean-Pierre Bemba est le candidat de la communauté internationale. Et vous allez voir que toute la communication qui a suivi la libération de M. Bemba, ce n'était pas gratuite. Tout ce qui a été fait, c'était préparé minutieusement. Alors posons-nous la question, qui est derrière cela? Moi je dis c'est la communauté internationale. Parce qu'on veut peut-être imposer maintenant pour le Congo un certain Jean-Pierre Bemba, après avoir peut-être négocié des choses avec lui. Vous savez, la communauté internationale, en matière de relations internationales, c'est les intérêts. Alors, les États-Unis, les puissances qui sont au Congo, ils sont en train de défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, M. Kabila n'est plus une garantie pour les intérêts de la communauté internationale. Et donc, il faut un certain M. Jean-Pierre Bemba, à qui peut-être on a confiance. Et moi, je vous assure que M. Jean-Pierre Bemba va passer. On va l'imposer. Alors, quand Kabila va vouloir faire la force, vous allez voir qu'il se retrouvera de l'autre côté de la CPI. Dans la même cellule que Bemba, peut-être. Alors, un Bemba devant Ramazani, vous pensez que pour Kabila, en tout cas dans sa tête, le choix est clair aujourd'hui? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que
J'ai dit tout à l'heure, hein, Kabila bénéficie d'un statut de chef d'État. Il a un dauphin. Mais le retour de Bemba fait réfléchir. Ça fait qu'on se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui a été chassé, bon, pas pris comme ça, hein, envoyé à la CPI, qui a été pendant des années là-bas et qu'on ramène juste parce qu'il y a des élections, on ramène, il est venu. C'est bizarre, on a carrément dansé le tapis rouge, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure. C'est le jeu politique même, ça. Moi, je vois en ça la grandeur de la politique, hein, comme j'aime bien le dire. C'est difficile à faire avaler aujourd'hui que Bemba est venu comme ça, il veut s'essayer. Non, il y a tout un calcul, il y a eu des négociations même derrière. Peut-être que Kabila aujourd'hui est au courant, hein, des négociations qu'il y a eu derrière. Peut-être même qu'il a eu des accords directs avec même Jean-Pierre Bemba et la communauté internationale pour ne pas être poursuivi après, s'il lâche le pouvoir tranquillement. Bon, tout ça, c'est des supputations qu'on fait. On verra. Mais si Bemba passe, ça veut dire qu'il y a eu des négociations, qu'il y a eu des choses. Alors, au-delà de tout, est-ce qu'aujourd'hui, on sait que Joseph Kabila ne sera plus candidat? C'est fini, toutes ces manifestations qu'on a pour lui dire, de se prononcer, c'est fini, le Congo va retrouver une certaine accalmie? Non, le Congo ne peut pas trouver d'accalmie malgré les élections présidentielles du 23 décembre. Le Congo, il y a trop d'intérêt. En dehors des Belges, des Français, des Allemands, des Israéliens, les Chinois, nous avons les Russes qui sont là aujourd'hui. C'est un joli gâteau, ça. Ce qui veut dire que Kabila a signé beaucoup d'accords avec les différents pays qui sont ennemis sur le plan géopolitique pour en tirer bénéfice. Vous voyez? Ce qui veut dire que celui-là qui sera élu président en RDC aura du pain sur la planche. Parce que là-bas, le problème d'ethnie est toujours là. Le problème de région est toujours là. La zone où se trouvent les gisements miniers, c'est garanti par des hommes en uniforme. Cet argent ne vient pas au trésor. Les Américains, ils ont un calcul sur ce pays. Et c'est pourquoi la RDC ne peut jamais être un pays de paix. Personne ne peut pacifier ce pays. Mobutu l'a fait avec un gant de velours. Et depuis, avec lui, c'était la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, c'est quoi? L'enfer là-bas en RDC. Ils ont tout, mais c'est ce pays-là qui souffre. Ils ont des milliers de ressortissants dans la diaspora. Alors que quand s'ils sont sur le territoire, ils pourraient faire quelque chose pour développer ce pays. Mobutu a dit, avec le barrage d'Inga, moi, je vais électrifier l'Afrique centrale et même l'Afrique orientale. Il a commencé, le projet est terminé, ou bien c'est terminé à cause de poissons. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ne voulaient pas que le projet aille jusqu'au bout. Et c'est là la dépendance de nos responsables africains. Nous prenons nos directives de l'extérieur. La Banque mondiale, 30 millions de dollars. FMI, 400 millions de dollars. Aide budgétaire, tout ça. S'ils n'ont aucun intérêt, ils ne peuvent pas donner. Parce que quand ils donnent officiellement par les organismes, ils reprennent en dessous. Et il faut que nous comprenions que ça ne va plus continuer. Ça fait 50 ans, 58 ans que nous sommes indépendants. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons 58 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance? Nous sommes pires que les autres qui nous ont colonisés. Nos localités, nos régions doivent être développées par nos propres moyens. Le président de la République qui compose un gouvernement, il ne peut pas tout faire, c'est pourquoi il délègue certains pouvoirs aux ministres. Et c'est à ces ministres-là de mettre les projets d'exécution, les projets de développement en place. Ils viennent, ils commencent, puis les histoires sont là.
Quel ministre, si je parle des ministres, même des ministres togolais, quel est ce ministre-là qui n'a pas de problème, qui n'a pas des à côté? Ce sont les responsables, les gens de son propre service qui donnent les informations aux journaux, à la presse, parce que ça ne va pas. Si ça allait, on n'allait pas faire ça. Quand on dit gouverner, c'est prévoir, je n'accuse personne. Mais celui à qui on confie une responsabilité, celui-là, il faut que cette responsabilité soit accomplie à la lettre et au juste besoin. Nous avons toujours le contraire. On dit on a débloqué. Même quand on fait des conférences de presse, on met presse 10 000. Pour vous rendre ça, c'est 5 000 divisé par 2. Nous sommes dans quel... Ça dit... La dernière fois, je discutais avec quelqu'un, je lui ai demandé, mais vous voulez qu'on change quoi? On va amener le Burkinabé ici pour faire partie des Togolais. Le Togolais est ce qu'il est. Nous avons perdu beaucoup de valeurs. Il faut qu'on fasse table rase. Il faut que le ministère de la Communication, par sa direction de la formation civique, fasse des spots publicitaires pour faire revenir le mental du Togolais. Le bien d'abord et l'intérêt de tous. Alors, Jean-Luc, quelle doit être la réaction maintenant de l'Église catholique qui a toujours bien manifesté pour que Joseph Kabila se prononce? Non, je crois que l'Église catholique a déjà marqué une victoire. Mais je dirais que, bon, je ne voudrais pas me mettre à la place de l'Église, mais je dirais que l'Église... C'est l'Église qui a gagné ou c'est Joseph qui a gagné? Non, c'est l'Église qui a gagné. L'Église a mis tellement de pression. Voilà, justement. L'Église a mis de pression pour que M. Kabila ne puisse plus y aller. Et effectivement, elle a eu gain de cause. Maintenant, moi, je pense que l'Église doit continuer cette mission-là, continuer toujours par sonner la sonnette d'alarme pour que les acteurs politiques puissent tout faire pour qu'il n'y ait pas la guerre dans ce pays. Parce qu'ils sont à 2 pas de la guerre. Et il suffit que les élections se fassent dans des conditions regrettables, vous allez voir que les gens vont prendre des armes. Donc, moi, je pense que l'Église, aujourd'hui, c'est vrai, elle a marqué un coup, mais je dis, c'est pas fini. Il faut qu'elle continue toujours par mettre la pression pour que les élections soient transparentes et que le vrai candidat, enfin, le gagnant de l'élection puisse être proclamé comme il le faut. Est-ce que ce n'est pas maintenant, Vincent, que le plus difficile va commencer pour les Congolais parce qu'on va véritablement entrer dans le débat sur les élections? Oui, vraiment, c'est maintenant que le plus dur commence. C'est maintenant que le plus dur commence parce que, oui, il y a eu des pressions, il y a eu beaucoup de choses pour amener Kabila à ne plus se présenter. Maintenant, il faut suivre. Il faut commencer par suivre maintenant. C'est la période cruciale, c'est les élections maintenant qui arrivent. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient... Il faut qu'on n'ait pas de raison. C'est possible en Afrique? Oui, c'est possible. Pourquoi? C'est possible. Ailleurs, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est possible. Même si ce n'est pas à 100% clair, mais essayons d'aller au moins... de faire au moins en sorte qu'on n'ait pas à avoir des choses à se redire par rapport au scrutin. Parce que après, c'est les populations qui souffrent. Après, c'est les pauvres populations qui souffrent. Quand ça commence, mais vous allez voir les protagonistes eux-mêmes derrière, être protégés partout. C'est les pauvres citoyens, les pauvres militaires qu'ils envoient à l'abattoir. Les populations vont s'entretuer, tout, et bien eux ils restent derrière. Après ils reviennent pour négocier des accords de paix, tout ça là, ils signent des accords de paix, ils reviennent encore pour diriger le pays, tout. Il faut essayer d'épargner la population. L'Église catholique a marqué un coup, certes, en demandant à Kabila de ne plus se présenter, mais il doit encore continuer, la société civile doit encore continuer, ils doivent tous mettre la pression pour avoir des élections. Bon, comme on le dit que c'est difficile d'avoir des élections crédibles en Afrique, mais d'avoir des élections acceptables. Acceptables. Oui, vous voyez, l'Église catholique, la RDC a des capacités de mobilisation. Et ce n'est pas la société civile qui est la première, c'est l'Église catholique. Quand l'Église catholique donne un mot d'ordre, ce mot est toujours respecté. Kabila et son ministre de l'Intérieur, y compris son fameux ministre de la Communication, Lambert Mende, se sont fait avoir
quand l'Église catholique a lancé le mot d'ordre de marche, ils ont tiré sur la population, sur les fidèles catholiques. Ils ont tiré dans les églises. Ils ont envoyé des bombes. Or, quand il y a une situation difficile dans tout pays, la population se retrouve dans les églises, dans les mosquées et autres. Et ils ont envoyé des objets qui tuent dans ces églises et au sein de la marche. Et c'est là où la communauté internationale a dit non, ça suffit. L'Église catholique a sorti un mot, il faut continuer. Il faut continuer. Et à l'instant T où ce monsieur-là va être le candidat, l'Église va mobiliser la population dans tout le pays pour qu'il ne soit pas élu. D'accord. On va marquer maintenant la pause. C'est la grande. On regarde le journal et on revient après.